Implanté au centre Afrique-Mounous, qui est une superficie de 600 hectares environ, le séminaire propédeutique Monseigneur Chopard-Lallier de Ténoro de l'archidiocèse de Parakou est créé depuis 2019. Le séminaire propédeutique Monseigneur Chopard-Lallier a pour objectif de former l'homme et tout l'homme. Cette formation repose sur 3 piliers, à savoir intellectuel, spirituel et humain. Allons à la découverte du séminaire avec le père recteur René Vieira. Le séminaire Monseigneur Robert Chopard-Lallier est un séminaire propédeutique. Le séminaire propédeutique, c'est un séminaire qui prépare à l'entrée au grand séminaire. Et vous savez que au grand séminaire, on a deux niveaux. Le niveau de formation philosophique et le niveau de formation théologique. Et ici, c'est l'entrée au grand séminaire. Ténoro se trouve dans le Borgou, dans l'archidiocèse de Parakou, département du Borgou, et la commune de Tchaourou. Vous savez que cette commune est très vaste. Elle s'étend jusqu'ici. Et Ténoro est limité au nord par Kabo, au sud par Kenou, un village qui se trouve au Nigeria, voisin. Nous sommes à 4 km de Kenou ici. Et puis à l'est par Anakperu et à l'ouest par Okuta. Okuta qui est une autre petite ville du géant voisin. Voilà un peu la situation géographique. Et ici, nous sommes à peu près à 70 km de Parakou. Ensuite, comment est né ce séminaire? Il faut dire que ce séminaire a commencé par un pré-séminaire. Le pré-séminaire a vu le jour dans la maison Saint-Dominique, au centre pastoral Guiriobé, à côté de la maison qu'on appelle Idri, l'ancienne habitation de notre premier vicaire général, le père Léonard Goragui. C'est là où la pré-propédeutique a ouvert ses portes le 26 octobre 2015 sous la houlette du premier recteur de cette pré-propédeutique-là, le père Albert Daquin. Il faut dire que Monseigneur a voulu ce séminaire au regard de la situation des candidats qui postulent à la vie sacerdotale, qui veulent devenir prêtres et qui passent les examens. Vous savez que au Bénin, jadis, nous avions un seul séminaire propédeutique. Il y avait un quota pour chaque diocèse. Et il y avait le test que les candidats devaient composer. Bon, après ces examens, on remarque que nos diocèses, surtout le diocèse de Parakou et les autres diocèses du Nord, ne réussissaient pas à avoir les candidats ou à envoyer leurs candidats. Il y avait beaucoup d'échecs. Au regard de ces vocations qui se perdaient, Monseigneur Pascal Nkoué a eu le génie de lancer la création d'une pré-propédeutique, comme je le disais tantôt, a commencé dans les locaux de la maison Saint-Dominique en 2015 avec le père Albert Daquin, pour ne pas me répéter. Nous sommes très heureux. Je crois que une fois arrivé ici, vous vous êtes senti dans un paradis, je dirais dans le jardin d'Éden. Vous voyez bien que nous avons des arbres un peu partout, cela grâce à notre père archevêque qui encourage la plantation des arbres. Et vous voyez une diversité d'arbres. La flore est vraiment fournie et elle est très belle. Et on respire bien.
on est heureux, on est épanoui, on ne se plaint pas. Et le barrage que Monseigneur a voulu à côté, grâce à la Caritas, nous crée un microclimat. Et cela est agréable, cela fait notre joie. Et puis, le contact avec les voisins nous donne beaucoup de joie aussi. Sans compter la possibilité que d'autres séminaires n'ont pas. La possibilité de faire des chants. La formation intellectuelle pour un séminariste est très importante, nous confirme Père Patrick Ulrich, vice-recteur et directeur chargé des études. Dans la formation des étudiants, des séminaristes, la dimension intellectuelle est essentielle parce que cela permet aux futurs prêtres d'être aguerris et de faire face aux réalités du monde. Connaissant les défis, il leur faudra se cultiver pour répondre adroitement aux questions que leur pose le monde actuel. Et donc, leur formation doit être pluridimensionnelle. Alors, nous accueillons deux catégories de séminaristes ici au séminaire. Ceux qui viennent des lycées et collèges, ou ceux qui ont exercé un métier dans la société et qui ont reçu l'appel de Dieu. Et donc, ceux-là font la première année. Et cette première année consiste à relever le niveau intellectuel. En première année, nous avons comme matière le français syntaxe, les petites notions grammaticales, de conjugaison, d'orthographe, et le français composition, pour leur permettre de bâtir un argumentaire quand ils sont face à un sujet. Donc, le français syntaxe, le français composition. Ils ont aussi les cours de latin. Vous savez, c'est la langue de l'Église. Ils ont le cours de catéchèse, puisque la propédeutique, en réalité, est une année de spiritualité. Et donc, il va falloir qu'ils soient pétris dans le système spirituel pour pouvoir avancer, pour pouvoir poursuivre leur discernement. Ils ont aussi les cours de philosophie. C'est un genre de recyclage, puisqu'ils viennent des lycées et collèges. Il faudra donc qu'ils ne perdent pas les notions acquises au collège. Donc, on leur fait un genre de recyclage. Alors, ils ont aussi les cours de savoir-vivre, puisqu'ils seront hommes de parole et de la parole. Il y a des dispositions qu'ils doivent avoir. Et c'est le savoir-vivre qui les modèle pour qu'ils soient des hommes quand même respectueux, des fidèles demain, respectueux d'eux-mêmes d'abord, respectueux des fidèles, et puis respectueux de tout ce qu'ils feront par la suite. La deuxième catégorie de séminaristes qu'on accueille, c'est ceux qui ont fini la première année et qui vont en deuxième année. On appelle cette année l'année de la fondation spirituelle. C'est l'année du discernement véritable, puisque au cours de l'année, ils ont un exercice appelé retraite fondamentale. C'est au cours de cette retraite qu'ils font le choix de poursuivre leur cheminement ou d'arrêter. Alors, en deuxième année, puisque c'est l'année de la fondation spirituelle et qui sont en quête d'une identité spirituelle forte, et donc nous dispensons le cours de Bible. C'est une introduction pour avoir des notions, un panorama de la Bible, des notions, et là pour pouvoir affronter les autres cours en philo et en théo. À part ce cours de Bible, nous avons le cours du mystère du salut.
Et nous avons le cours de liturgie aussi, le cours de patrologie, le cours de latin, commencé en première année, se poursuit en deuxième année, le cours d'anthropologie chrétienne, le cours de spiritualité. Et ici, nous avons innové en les initiant à l'alphabétisation, puisque le septentrion est à dominance Bariba. Alors, nous avons initié un cours d'alphabétisation pour les initier à la langue Bariba. Ce n'est pas une colonisation, mais c'est une ouverture. Et avec ce cours, nous faisons un clin d'œil au projet de réforme du système éducatif initié par Monseigneur, et dont deux éminentes personnalités sont les porte-flambeaux. Nous avons le professeur Alain Adiou, un ancien ministre, et le père Israël Messan, qui vient régulièrement de la France pour dispenser les cours sur la littérature africaine et la fierté d'être soi africain. C'est heureux de faire part de ce cours parce que c'est une innovation. Monseigneur a voulu qu'il y ait une touche africaine dans le système de formation des étudiants, des séminaristes qui sont dans les séminaires diocésains, dans l'archidiocèse de Parakou. Nous voyons les fruits et puis nous ne regrettons pas d'avoir fait cette ouverture. C'est à poursuivre et c'est à améliorer et donc consolider. Dans mon rôle de directeur des études, essentiellement, nous essayons d'harmoniser les horaires pour qu'il n'y ait pas de perte de temps, de perte d'heures. Nous essayons aussi de créer le lien entre les professeurs qui viennent de l'extérieur et nous pour essayer de budgétiser le temps. Le temps, c'est de l'argent, comme on le dit, et une heure de perdu ne se rattrape pas. Alors, il va falloir être lucide et faire preuve d'anticipation pour gérer vraiment le temps qui nous est imparti. Voilà l'essentiel de ce que nous faisons. Et l'appel que nous avons à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous écouteront, c'est un appel, je dirais, d'attention. Attention qui veut dire aussi une aide pour renflouer notre bibliothèque en livres dans divers domaines, puisque nous avons fait cette ouverture sur les réalités africaines. Alors les livres sur les auteurs africains, tels Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Joseph Kizerbo, Olympe Likenhomme, etc. Et c'est des auteurs que nous voulons étudier, piger leur façon de penser, leur schème de pensée et voir le projet qu'ils avaient pour notre Afrique. L'Afrique est une terre d'espérance, tout le monde en est convaincu, et l'Afrique est encore, je vais dire, vierge, et c'est à nous de façonner cette Afrique que nous voulons, et comme le pape Benoît XVI l'a écrit dans son une exhortation post-synodale, Afrique, Afrique, lève-toi. Si nous voulons que l'Afrique se lève, il va falloir que nous-mêmes, nous mettions la main à la pâte et que nous fassions le travail qu'il faut pour relever, pour faire avancer l'Afrique. La vie spirituelle est un point incontournable dans la maturité vocationnelle. Suivons le père John Aaron Weto, chargé de la spiritualité du séminaire propédeutique Monseigneur Chopalalier de Ténoro. Et comme vous le savez, ici, nous sommes dans un séminaire propédeutique. Et au nombre des objectifs fondamentaux visés en ces lieux, il y a d'aider le séminariste à fonder les bases solides pour la vie spirituelle.
et je suis appelé à aider à cela dans cette maison. Et pour le faire, ici, nous suivons les instructions de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Pascal Onkwe, qui nous a nommés en ces lieux et qui est le responsable direct de ce séminaire. Le prélat insiste notamment pour l'intériorité sur deux éléments. La liturgie bien célébrée et l'oraison mentale à l'école des maîtres du Carmel. Pour la liturgie bien célébrée, il voudrait bien que nous mettions l'accent sur le suivi des rubriques et le soin qu'il faut pour la musique sacrée, donc le chant liturgique. Nous y veillons et nous y travaillons avec les séminaristes. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout qu'aujourd'hui, on est envahi par les sectes et leur manière de faire et qui ne traduisent pas toujours l'élément qu'il faudra viser dans la liturgie à travers les chants, accompagner la prière du peuple de Dieu. C'est cela. Et vous comprenez donc que pour accompagner la prière, il ne faut pas beaucoup de bruit. Il ne faut pas beaucoup de bruit, par exemple, et bien d'autres choses. Donc, nous y travaillons en tout cas en ces lieux. Et c'est un travail de longue haleine. Je dis à changer le répertoire, aider les uns et les autres. Passé cela, nous parlions aussi de l'oraison mentale à l'école des maîtres du Carmel. Et là aussi, quand nous parlons d'oraison, généralement, on pense à quelque chose de compliqué. Nous aidons les séminaristes à le comprendre aussi. Nous essayons de leur montrer, par exemple, que ce n'est rien de compliqué. Ce n'est rien de compliqué. Il suffit juste d'apprendre à beaucoup aimer Dieu. Apprendre à beaucoup aimer Dieu. Et c'est l'essentiel, en fait. Et comme vous le savez, quand il est question d'amour, pour quelqu'un qu'on aime, on recherche sa présence. Et on aime souvent donc le visiter, lui rendre visite, donc rester avec lui accorder donc son temps. Et quand on voudrait lui plaire vraiment, on cherche à savoir ce qu'il aime. Eh bien, c'est cela, tout simplement, la vie d'oraison. Et si nous pouvons prendre une image de cuisine, on dirait que ce sont là les ingrédients pour une bonne vie d'oraison. Et toujours dans cette dynamique d'image que j'emprunte, j'allais dire qu'il y a deux casseroles dans lesquelles on peut donc bien cuisiner cette vie d'oraison. Ce sont là le silence et le recueillement. Alors, c'est un peu ce à quoi nous attelons dans cette maison. Et c'est juste à travers de petits conseils que nous donnons pour aider le séminariste à comprendre cela. Très souvent, moi, je peux résumer tout cela en ce que j'invite simplement le séminariste en ces thèmes. Frère, consacre et fixe toute ton attention en Dieu. Fixe toute ton attention en Dieu. Et une attention amoureuse vis-à-vis de lui. Abîme-toi en sa présence dans un recueillement savoureux. Abîme-toi dans un recueillement savoureux pour pouvoir vivre de cette présence qui comble, qui donne la paix du cœur et qui conduit jusqu'à une grande intimité, une union profonde avec Dieu. C'est juste là ce à quoi nous attelons dans cette maison. Et on peut dire qu'il y a une difficulté qui s'observe, on dit l'oraison est un peu difficile. C'est ce qui nous exprime comme difficulté. Mais des éléments simples qui aident à cela et auxquels nous les invitons, c'est par exemple commencer à éduquer les sens. Éduquer les sens, le regard, le simple regard que nous avons autour de nous, sur ceux que nous rencontrons, sur ce que nous voyons. Le simple regard nous éduque en quelque chose. Et dès que le regard est assaini, cela aide aussi à mieux aller à la rencontre de Dieu. Donc le regard, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Par exemple, les questions qu'on leur pose. Qu'est-ce que tu aimes regarder? Alors commence par sélectionner ce que tu aimes regarder. Puisque tu aimes quelqu'un, il faut aimer regarder les choses qui le concernent. C'est aussi cela pour ce qui concerne Louis.
qu'est-ce qu'on aime entendre comme musique, et bien d'autres choses, qu'est-ce qu'on aime, voilà, goûter, voilà. Donc, l'éducation des sens et laisser son cœur battre au rythme de l'amour de Dieu. C'est à cela que nous attelons dans cette maison. Et avec la grâce de Dieu, nous nous y mettons et on constate que, tant soit peu, ça avance, ils comprennent et se laissent conduire petitement. Si je vais dire quelque chose pour finir, c'est me référant un peu à cette année particulière que nous vivons, où dans le diocèse de Parakou, le prélat nous invite à vivre la spiritualité de l'unité et de la fraternité. L'unité et la fraternité. Et vous êtes ici dans une église, une chapelle qui est consacrée à Saint Cyprien de Carthage, Cyprien l'Africain comme on aime bien l'appeler ici, Cyprien l'Africain qui invitait déjà comme évêque, c'est d'ailleurs le premier évêque africain à bénéficier du martyre, le premier évêque africain à être martyr, à la grâce du martyr. Alors c'est un évêque qui a travaillé aussi à cela, à l'unité et à la fraternité dans l'Église, en ramenant les cœurs vers le Christ qui s'est fait fils au milieu d'une multitude. Et en nous enseignant par exemple le Notre Père. Le Notre Père qui, vous voyez, dans sa dimension ecclésiale, on parle du nous, on dit notre Père, on ne prie pas, on ne dit pas mon Père par exemple, on dit notre Père. Donc, Cyprien nous aide à comprendre cela. Et en cette année, puisque c'est l'année de l'unité et de la fraternité, nous insistons là-dessus à partir de ce saint que nous honorons en ces lieux. Il y a beaucoup bien d'autres choses que ce saint que nous adoptons ici nous aide, surtout qu'il est africain, vous comprenez? Il est africain. Alors, l'unité, nous essayons donc de la comprendre, la fraternité et l'amitié à travers ce saint et à travers les saints du Carmel, tels que Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dont nous avions parlé tantôt, qui d'ailleurs dit que pour bien préparer une oraison, il faut commencer par vivre l'amour mutuel. L'amour mutuel. C'est trois choses qu'elle recommande. L'amour mutuel et l'humilité et le détachement des biens matériels, des choses créées. Mais nous insistons donc sur l'amour mutuel dans le cadre donc de la thématique de cette année. Alors, nous pourrons bien échanger beaucoup de choses. Nous allons nous en tenir là, mais déjà retenez que ici, en ces lieux, suivant les instructions de notre Père dans le diocèse, nous mettons l'accent sur l'intériorité à travers une liturgie bien célébrée, dans les chants et dans les services, et aussi sur une vie d'oraison bien vécue. C'est une école, chacun s'y met en partant des conseils qu'on leur donne. Que le Seigneur, c'est notre grande prière, aide chacun de ces futurs prêtres à pouvoir s'ancrer en Jésus-Christ, puisque c'est cela, pouvoir toujours être à côté du Maître et accompagner le peuple de Dieu vers lui. La vie économique du séminaire est assurée grâce à la claire vision du Père Modeste Abban. Économe depuis 2021 et pour le compte de ce séminaire, Monseigneur Chopalali de Ténorou. Et il faut avouer avant tout propos que c'est une tâche qui n'est pas facile, mais nous nous débrouillons. Nous mettons quand même le maximum pour que tout marche. Et dans cette maison, il faut dire que avec les étudiants, nous abordons les 4 points de la formation intellectuelle, humaine, spirituelle et pastorale. Et selon les vœux de Monseigneur, notre archevêque, il demande de beaucoup mettre l'accent sur le point pastoral, sans toutefois négliger le point spirituel. D'ailleurs, c'est ça qui est capital, et le point intellectuel également. Mais la particularité de ce séminaire et ce qui diffère
Les activités des autres séminaires par rapport à celui-ci, c'est le travail manuel. Le travail manuel, et c'est ça qui s'ajoute aux autres dimensions de la formation qu'on trouve dans les autres séminaires, parce que mon Seigneur veut que nous puissions former l'homme complet, l'homme intégral. Donc, il demande à ce que la tête soit formée, le cœur soit formé, et aussi de former les mains pour aider les séminaristes à approcher tous les lieux de mission. En ce qui concerne les activités manuelles, la production dans la maison, il faut avouer que il y a 4 ans, on achetait du maïs dans ce même séminaire. On achetait du maïs, du sorgho, de l'arachide. On achetait en quelque sorte des vivres, soit de Parakou ou chez les villageois d'à côté. Mais petitement, nous entrons dans la logique de Monseigneur qui souhaite que nous puissions nous autosuffire dans cette maison. Donc, depuis 3 ans, en matière de maïs, de sorgho, de céréales, en général, la maison s'autosuffit déjà. L'année surpassée, par exemple, nous avons trouvé 32 sacs de maïs et l'année dernière, nous avons trouvé 27, pas parce que ça a diminué, mais nous avons complété avec le sorgho. Donc, nous avons trouvé 27 l'année dernière et le sorgho, nous avons trouvé 9 sacs. Voilà. Donc, au total, en matière de céréales, nous sommes allés à une trentaine, au-delà de 30 pour le compte de l'année dernière. Nous avons cultivé aussi le soja, nous avons trouvé 2 sacs juste pour la consommation. Nous avons fait 4 hectares de manioc, ce que nous avons visité hier. On a commencé par déterrer déjà. Et en matière de gari, par exemple, que nous consommons dans le séminaire, ce sont les étudiants même qui fabriquent ce gari-là. Et déjà cette année, je peux vous dire que nous avons pu fabriquer jusqu'à 6 sacs de gari, alors que chaque année, nous utilisons au moins 9 sacs de gari par an. Donc la maison a pu faire 6. Et c'est à base de notre manioc que nous avons récolté. Nous avons pu avoir ces 6 sacs de gari. Et tout cela fait baisser un peu le cours, l'achat que nous faisons de l'extérieur. Pour le moment, nous sommes au début. On ne peut pas déjà évaluer un peu plus grand, mais en matière d'autosuffisance, tout au moins, nous sommes déjà au moins à 50%. Nous sommes déjà à 50% d'autoprise en charge de tout ce que nous faisons. Et également, du côté de l'élevage, voilà, comme le père Patrick vous l'a expliqué certainement, il y a 4 ans, on achetait du poulet, on achetait de la viande de Parakou, mais aujourd'hui, on n'achète plus de la viande, on n'achète plus les œufs, des pondeuses et autres. Au contraire, les gens viennent manquer des œufs chez nous ici. Les gens quittent Kabor, les villages environnants, et viennent acheter les œufs ici. Ce qui ne se passait pas il y a 3 ans. En parlant d'objectifs, mon premier objectif, quand mon Seigneur m'a nommé économe il y a 4 ans, c'est de tout faire pour supprimer la pension. Parce que les étudiants, à cause de la pension, vous voyez, cette année, par exemple, tout le monde n'a pas encore soldé. Et faute de moyens. Et c'est juste 100 000 francs comme participation. Et tout le monde n'arrive pas à solder les 100 000 francs là par an. Parce que c'était non vraiment pas les moyens. Et on est obligé, les pères, passer chercher les aides pour pouvoir les compléter leur pension. Donc, quand je suis arrivé, moi, j'ai payé la pension pendant des années au séminaire. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas changer notre manière de vivre? Nous sommes sur 600 hectares, ou du moins 591 hectares, de façon précise, 591 hectares. Mais est-ce qu'on ne pourra pas cultiver nous-mêmes pour amoindrir un peu tout ça, la pension?
Et puis, quand j'ai pensé à la chose, j'ai dit, mais c'est possible, on va se lancer avec nos moyens de bord. Et c'est comme ça, avec la roue, nous avons commencé petitement. Et l'objectif premier que moi je vis, c'est de supprimer ou de nous amoindrir à 80% la pension des scénaristes. La pension des scénaristes, parce que si on a bien du maïs, le, le sorgho, l'arachide, tout ce qu'il y a comme vivre, et ça va amoindrir le coût de pension des étudiants. Donc, c'est mon objectif premier. Pour notre superficie de plus de, disons, 600 hectares, il faut vraiment un tracteur performant pour pouvoir blaver beaucoup d'espace. Et nous projetons déjà pour le compte de l'année prochaine faire jusqu'à 50 hectares. Et ça, ce n'est qu'un essai, pensons de faire jusqu'à 200 hectares. Mais déjà l'année prochaine, nous prévoyons 50 hectares hors clôture. On ne pourra plus cultiver assez dans la clôture. Donc, nous projetons 50 hectares hors clôture. C'est pourquoi nous envisageons un tracteur vraiment performant. Il y a des tracteurs de 10 millions, de plus de 10 millions, mais il faut un tracteur performant à hauteur de 20 millions pour emblaver ce que nous voulons faire, pour emblaver assez d'espace pour accélérer, n'est-ce pas, notre culture. Voilà. Donc, nous demandons des aides, mais difficilement nous trouvons des partenaires, des gens pour nous aider dans ce sens. Et voilà, nous lançons l'appel à toute personne pouvant aider ce séminaire. Le séminaire, c'est pour tout le monde parce que nous formons les étudiants qui viennent de partout. Il y a les étudiants qui viennent du Nigeria, qui sont ici, la Obra de Maria, voilà, la plupart viennent du Nigeria. Et nous avons les étudiants de Natitengo qui sont là, les étudiants de Dassa qui sont là, les étudiants de Parakou, les étudiants de Djougou, voilà. Ils viennent de partout pour dire que cette maison est notre alma mater, c'est-à-dire la mère qui nous porte nous tous. Et nous devons tout faire pour faire grandir cette maison. Et voilà pourquoi nous appelons tout le monde à nous porter une main forte pour pouvoir acquérir ce tracteur-là pour lancer cette école-là, lancer ce défi qui nous attend. S'inscrivant dans une dynamique d'autoprise en charge et à l'autosuffisance alimentaire depuis 3 ans déjà, les séminaristes mènent les activités dans divers secteurs. Ici, nous sommes dans le secteur de l'élevage, guidé par le vice-recteur. Il y a deux portillons. Voilà un portillon. Et à l'intérieur de cette unité-là, nous faisons l'élevage des canards, des poulets locaux, des cailles et des pondeuses. Voilà, nous pouvons entrer. Jusqu'à un passé récent, l'élevage des canards nous réussissait. Mais ces derniers temps, bon, il y a eu de petites difficultés. Nous avons quelques têtes. Par contre, l'élevage des poulets locaux nous marche très bien. Voilà. À défaut de les nourrir à la provende, nous les relâchons dans la nature pour leur permettre d'aller glaner, d'aller picorer leur pitance dehors. Bon, vous voyez, nous n'avons pas assez de poulets à l'intérieur, mais ils sont dispersés dans la cour, à défaut de les nourrir à la provende. Ici, nous avons essayé de créer une verdure, voilà, dans le souci d'élever des pintades. Et ce que vous voyez devant là, la verdure, est appelée Pélicitum. Alors, les pintades peuvent pondre à l'intérieur.
si jamais on relâche les poulets, tout sera dévasté en un temps record. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons des pondeuses. Et chaque semaine, nous ramassons environ 4 plateaux, puisque nous prenons 2 fois les œufs dans la semaine. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons jamais acheté des œufs de l'extérieur. Ce sont ces unités-là qui nous procurent les poulets. Ah, voilà. Les poulets ont été ravagés pour notre plaisir, pour la Pâque. Mais il y en a de l'autre côté. Il y en a de l'autre côté. Ici, c'est l'élevage des cailles. Voilà. Là aussi, nous ramassons des œufs pour notre consommation. Tout ce qui est fait est consommé localement. C'est quand nous allons en congé que le fruit de l'élevage sert à la population. Nous vendons les œufs et puis au retour, nous achetons de la provende pour compenser ce qui a été consommé en notre absence. Alors ici, vous avez 2 espèces de volailles, les dindons et puis les poussins que notre couveuse a éclore pour ne pas mélanger les plus grands, les plus jeunes, donc sont de ce côté. Nous avons une 50aine de poussins que nous essayons d'élever ici. Et là donc, en remplacement des pondeuses que nous avons ravagées pour notre plaisir, pour la Pâque, nous allons remplacer ces têtes-là. Ces pondeuses ont commencé par pondre depuis 2-3 mois. Donc, c'est un cycle qui ne va pas rupture en matière d'œufs. Ici, nous avons une 50aine de têtes et nous avons le projet d'acquérir près de 100 pondeuses encore pour remplacer. Parce qu'à mesure qu'elles grandissent, la ponte baisse. Et donc, pour qu'il n'y ait pas rupture, nous avons le projet d'acquérir une 100aine de têtes. Voilà, on avait acquis 4 femelles et un mâle. Et la femelle qui est ici, ce sont ces corsins-là. Elle est un peu émaciée parce qu'elle est nourrice. On a sevré l'enfant il n'y a pas longtemps. Donc, progressivement, elle va prendre du poids. Et celle qui est ici, voilà, celle qui est là, et voilà, c'est porcin. Nous avons vite fait de les sevrer pour qu'elles ne maltraitent pas. Voilà. Donc, c'est une variété. C'est un nom. Oui, quel est le nom de la variété? C'est la race? La race Jouette. L'apiculture est l'une des activités prometteuses. Que savoir de ce volet? Les détails avec le séminariste Caliste Garadima. Nous formons 3 équipes pour le secteur apiculture. Et ici, c'est les ruches. Nous avons au plus de 50 ruches. Plus de 50 ruches. Donc, il y a un terrain là-bas qui est aussi occupé par les ruches. Et là-bas aussi, pareil. Donc, c'est les ruches. Cette année, on a fait 2 récoltes. Alors, la première récolte, c'est juste un arrangement. On fait un arrangement et on a trouvé un bidon. Et la deuxième récolte, on vient de le faire. Puisque tous les ruches ne sont pas habités, il y a les non habités. Et nous avons trouvé à peu près 7 bidons. 7 bidons. Donc, c'est un peu ça. C'est un mois. Souvent, c'est le premier, comment dirais-je, en novembre.
Oui, en novembre, on fait la récolte. Oui, et le mois aussi, le mois de et- non, ouais, janvier, février, le mois de février. Voilà, on a déjà fini la récolte. Oui, mois de février. Oui, on peut faire la récolte. Une bonne protéine dans une sauce légumineuse n'est pas sans les efforts du jardinier. Que font les séminaristes au jardin? Juste à côté se trouve la médecine naturelle du séminaire, la santé des séminaristes à travers la phytothérapie. Suivons les détails avec le père René Vieira, recteur du séminaire. Ici, nous sommes au jardin, le jardin du séminaire propédeutique Monseigneur Robert Chopard Lallier. Ce jardin a été mis en place depuis les débuts du séminaire. Il y avait un système d'irrigation, vous allez voir les vestiges, mais le système d'irrigation n'a pas réussi. Et ce jardin nous permet de produire quelques légumes. Nous avons la Grand Morel, l'amarante, nous avons le vernonia qu'on appelle feuilles amères ou amanvivet. Et puis, nous produisons aussi des radis, des carottes. Nous avons la plante qu'on appelle chiayo, basilic, de chez nous. Et dans le jardin, vous auriez remarqué qu'il y a quelques anacardiers. C'était un site d'anacardiers. Les anacardiers ont été détruits et pour donner un peu plus de soleil au jardin. Vous savez que c'est en saison sèche que le jardin fleurit. Et pour que le jardin fleurisse, il faut du soleil. Et donc, nous avons dû supprimer beaucoup d'anacardiers ici. Vous aurez remarqué aussi qu'il y a des corosoliers. C'est Monseigneur qui a voulu qu'on les plante pour bénéficier de l'eau d'arrosage. Vous avez aussi des papayers. Le jardin produit beaucoup de papayes. Vous avez des pieds de moringa. Vous avez un rescapé d'avocatier. Il y avait quelques avocatiers ici, mais ça n'a pas réussi sur ce site ici. Et lui, il est un rescapé. Vous avez aussi les palmiers qui sont là. Ils ne sont pas sur leur terre ordinaire ni dans leur climat. Et donc, il leur faut beaucoup de temps pour pousser et nous offrir leurs produits, leurs fruits. Et donc, voilà un peu le jardin. Vous verrez que les planches sont faites avec des briques. Nous avons mis des briques autour. Bon, c'est une innovation du séminaire Monseigneur Robert Chopard Lallier de Ténorou pour préserver l'eau après arrosage. Sinon, l'eau va en tous sens. L'eau fuit. Et puis, cela permet de ne pas être là tout le temps à fabriquer des planches. Quand on finit, quand une planche est amortie, il n'y a plus d'engrais, de terreau, de nutriments, nous enlevons le sable et nous faisons des apports extérieurs de terreau pour fertiliser le sol, pour le bonifier et la production est très bonne. Nous utilisons ici, excusez-moi, le pipi des séminaristes. Le pipi contient beaucoup d'urée. Et quand nous arrosons avec le pipi, il y a une façon de faire. Nous recueillons le pipi des séminaristes dans des bidons. Et puis, nous les conservons ici, nous les bouchons dans ces bidons-là. Nous les gardons au soleil. Le contact avec le soleil crée la chaleur naturellement. Ça détruit tout ce qu'il y a dedans comme germes. Après 2-3 semaines, nous récupérons ces pipis-là, ces urines-là, dans les arrosoirs. Nous y mettons une certaine quantité d'eau, un peu de pipi avec de l'eau, et nous l'utilisons pour arroser nos planches. Mais quand vous le faites, les planches, les plantes qui sont sur les planches,
elles sont heureuses et elles vous bénissent en donnant beaucoup de fruits. Et c'est très beau, c'est agréable. Bon, il y en a que ça repousse, ça les répugne. Et pourtant, on engraisse le sol avec les crottes de bœuf, avec les crottes de la volaille, ou bien des porcs parfois, mélangées à leurs urines. Pourquoi on ne va pas utiliser ces pipis des hommes? Les Chinois font mieux que nous. Et ils ne sont pas moins hommes que nous. Et donc voilà. Vous auriez remarqué aussi quelques pieds d'oranger qui ont été plantés. Nous produisons aussi de la laitue. Il y a d'autres éléments qui m'échapperont certainement. Du haricot vert. Voilà ce que je peux dire à propos de jardin de maraîchage. Après le jardin de maraîchage, nous avons le jardin de la phytothérapie. Je tiens à ce que vous filmiez aussi ces haricots verts-là qui vous attendent et que peut-être nous offrirons à l'audiovisuel de Parakou. Merci. Le château a été mis en place pour l'arrosage. Vous avez le château et un bassin d'eau. Le château et le bassin sont alimentés par l'eau du barrage. Il y a une canalisation. Nous entreposons au barrage une pompe, un aspirateur. Nous pompons l'eau de là-bas qui sort ici et nous remplissons le bassin. Nous remplissons aussi les tanks qui sont sur le château en vue de l'arrosage. Les apports en nutriments pour fertiliser le sol, ce sont les crottes des bœufs de nos amis Peuls, les voisins d'ici, que nous apprécions beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour l'interview. La phytothérapie peut déjà commencer ici. Là, vous avez un pied de quinqueliba. Ce n'est pas le quinqueliba que vous voyez ordinairement. Voilà, un pied de quinqueliba qui a été mis en terre il y a 4 ans. Et voilà ce qu'il est devenu. C'est le quinqueliba qu'on trouve chez les moniales de l'étoile. Si je ne m'abuse, on appelle ça Cochlospermum, de son nom scientifique. Et il sert à faire la tisane pour les séminaristes aussi. Il détruit le mauvais cholestérol. Il détruit les Plasmodium falciparum aussi. Voilà le quinqueliba. Vous avez ici quelques pieds de citronnelle. Mais le champ de citronnelle, c'est plutôt par ici. Là, vous avez les pieds de vernonia qui entourent un peu le jardin. Vous avez là quelques lignes de citronnelle. C'est à défaut d'avoir du café et autres, non, nous prenons les produits de la nature. Nous utilisons de la citronnelle pour faire le thé les jours où le menu nous exige cela. Cette plante est une plante médicinale dont le nom scientifique m'échappe. Il sert à traiter aussi le palu. On l'utilise aussi pour traiter les plaies, surtout les plaies incurables. Son écorce, on peut la mettre dans l'eau pour prévenir la peste et chez la volaille. Vous avez ici un petit jardin d'artémisia. C'est l'artémisia que vous voyez qui parsème un peu le sol. Et l'un des séminaristes qui s'occupe de l'infirmerie ici, c'est Arcadius. C'est lui qui est en train de sarcler, qui est en train de mettre au propre un peu le jardin de phytothérapie.
Et il y a un goyavier, le goyavier qui a ses vertus aussi. Vous avez aussi quelques pieds de corosolier ici. Vous avez des pieds de baobab là-dedans. Cela sert à faire de la bonne sauce. Nous avons jugé bon planter le jatropha blanc dans la maison. C'est une plante médicinale aussi. Vous avez ici l'hysope. Nous avons mis quelques pieds dans la maison. C'est aussi une plante médicinale. Et c'est une plante dont les feuilles, un arbuste dont les feuilles interviennent aussi dans le traitement du palu. Pour amollir la viande, on met quelques feuilles dans la viande pendant la cuisson. Vous avez cette plante qu'on appelle Cassia alata, qui est une plante médicinale aussi, surtout pour ceux-là qui souffrent de la constipation. On triture ses feuilles, on y ajoute un peu de sel et l'individu constipé, il boit quelques gorgées et puis c'est parti. Il paraît qu'on l'utilise aussi pour traiter les dartres. Là, vous avez le jatropha rouge qui possède beaucoup de vertus, qui entre dans la composition de la tisane qui sert à traiter le VIH. Vous avez une plante ici très précieuse qu'on appelle Kalanchoe pinnata. Oui, le Kalanchoe pinnata, on appelle ça en fond aussi Jomankou. Il sert à traiter aussi les plaies incurables. On mange aussi les feuilles crues. C'est agréable au goût. Ici, cette plante-ci, son nom scientifique m'échappe. Son nom scientifique m'échappe. Souvent chez nous, on appelle ça l'akpa. Voilà. Le nom me revient. La mémoire est encore là, elle est vive. C'est le Calotropis procera. C'est aussi une plante médicinale. On l'utilise, les Peuls l'utilisent, c'est vrai, pour, comment l'appelle-t-on? Pour fabriquer du fromage. Oui, le fromage Warangashi de chez nous, là. Voilà. Merci. Là, nous avons fait un peu le tour. Nous avons aussi cette plante dont le nom m'échappe aussi, une plante qui a un bon nom. Cette plante s'utilise surtout pour les anémies. Quand on trempe les feuilles dans l'eau, l'eau devient tout rouge comme le sang. Et tout rouge comme le sang. Voilà. Merci. C'est aussi une plante médicinale qu'on utilise aussi dans les anémies. Et ceux qui souffrent du palu chronique, cette plante entre dans la composition pour les tisanes. Et quand on fait ces tisanes-là, cela remonte bien les malades. Une bonne santé dans un environnement sain implique beaucoup d'entretien. Et J.V. Mark est le responsable fruitier. Nous sommes dans le champ de la bananeraie. Nous avons plus de 500 pieds de bananeraie et de bananiers, j'allais dire. Et nous utilisons, disons, cette richesse pour assurer notre alimentation. Et les bananiers nous font beaucoup grâce. Et cette année, nous avons récolté plus de 200 pieds, 200 régimes, j'allais dire, de bananes et à la première saison, c'est-à-dire durant le premier trimestre
et d'octobre en janvier. Nous avons récolté plus de 200 régimes de bananes. Et nous utilisons pour la consommation. En majorité, nous utilisons pour la consommation. Et l'entretien tel que vous voyez, et au début de la saison, au début de la rentrée, quand nous venons, et nous arrangeons ça. On laboure dedans, on fait le champ dedans. Donc, si nous venons, les endroits qui ne sont pas bien propres, on essaie de les mettre au propre. Voilà, on essaie de les mettre au propre pour aérer la plantation. Voilà, pour permettre aux bananiers de bien produire, de bien donner de régime de bananes. Alors, à l'intérieur, on met du piment. Oui, du piment. Et on met aussi de niébé, de l'haricot. Voilà, c'est des récoltes et de petites tailles pour ne pas étouffer les bananiers. Donc, c'est ce qu'on fait. Aussi, on met ces récoltes pour permettre à ces récoltes, c'est-à-dire on met ces produits, j'allais dire, pour permettre à ces produits et de pouvoir donner, voilà, des trucs là, parce que nous savons bien, et si bananeraie évolue, c'est-à-dire les bananiers évoluent et ils prennent plus d'espace. Donc quand ils prennent d'espace et vous mettez les trucs là, les produits agricoles, ces bananiers étouffent au fil du temps ces produits. Et ces produits n'arrivent pas à donner en tant que tels. Donc on essaie de mettre ces produits agricoles et de petite taille pour pouvoir en bénéficier de ce qu'ils vont donner. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons de la bananeraie, c'est ce que nous faisons dans la bananeraie et c'est ce que nous faisons aussi de la bananeraie. Voilà, nous utilisons ces fruits pour la restauration. En somme, le séminaire propédeutique Monseigneur Chopin-Lallier s'est inscrit dans une vision d'indépendance. Non seulement de former ces jeunes à s'adapter à toutes les situations futures, le séminaire pourvu à ses besoins à plus de 50% de leur production. Toute personne d'ici et d'ailleurs est invitée à participer à la formation de ces futurs prêtres.